Et la conversation démarre, donc conversation autour de la thématique la place des héros dans la culture populaire avec l'association Comique Fénois. Vous avez aussi Gods qui est présent et je serai donc à la modération pour cet échange. Je vais demander déjà, je vais faire un tour de table. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est que la culture populaire. La culture populaire, c'est ce qui réunit... Alors, est-ce qu'on peut couper la musique, s'il vous plaît, par contre? Ou la baisser? Et donc, comme je disais, donc la culture populaire, on va déjà... Excusez-moi pour cette interruption. La culture populaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui englobe la télévision, le cinéma, les bandes dessinées et même la littérature. Donc la littérature à succès, les best-sellers. Donc voilà, la culture populaire, c'est ça. Et on va définir ensemble le terme de héros et on va commencer par une définition qui sera donnée par nos différents intervenants. Je vais commencer par Gods, dis donc. Gods, qu'est-ce que tu penses? Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un héros? Comment tu définirais un héros? Il y a plein de définitions possibles par rapport à ça. On va rester donc dans le cadre de la culture populaire. Donc un héros, ça sera, du coup, si j'ai bien compris, à travers la bande dessinée ou à travers le cinéma ou ces choses-là. Je dirais que dans la vie quotidienne, n'importe qui peut être un héros. On est d'accord. Ou des fois, on pense qu'on sera un héros, puis quand on est devant la situation, on se rend compte que ben non. J'aime bien la phrase qui dit les héros ne portent pas forcément de cap. Oui, pas forcément, en effet. Et après, dans la culture populaire, qu'est-ce qu'un héros? C'est quelqu'un qui va avoir la possibilité de faire plus ou mieux que le commun des mortels à un moment donné. D'accord. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il a un super pouvoir. Peut-être qu'il peut avoir de la chance à ce moment-là. Peut-être qu'il peut avoir du courage. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, qui va surmonter des défis. Qui va faire quelque chose de différent, de mieux, et qui va pouvoir peut-être inspirer d'autres personnes. Pour moi, par exemple, les pompiers sont des héros. Bien sûr, je suis plutôt d'accord. Des héros du quotidien. Ensuite, on va passer à la présidente de Comique Fénois, Toki, du coup. Merci. Alors pour moi, le héros, c'est comme il disait, c'est très très large. Mais si je dois définir, ce serait une personne qui va inspirer en fait le public et qui va permettre de véhiculer des valeurs, une morale, une certaine attitude éthique. D'accord. Et Yorana, donc du coup pour moi, alors question très vaste pour commencer un échange de comment définir un héros, mais je pense que le héros se définit en fonction de la reconnaissance de ses actes finalement. Dans le sens où aujourd'hui on voit, on l'a cité, hein, les pompiers par exemple, les médecins, pour nous ce sont des héros parce qu'ils font des actes qui sauvent des vies, mais je vais vous donner une très rapide anecdote. Quelqu'un m'a sauvé quand j'étais petit d'une agression, pour moi c'est un héros, alors que finalement il n'a été qu'un intervenant parmi tant d'autres. La reconnaissance, je pense, hein, la reconnaissance des actes de chacun, c'est ce qui fait que quelqu'un est un héros ou pas, aux yeux du monde. Oui, ça nous permet déjà d'avoir une piste de réflexion sur cette notion de héros dans la culture populaire. Du coup, après avoir répondu à cette question, si vous deviez chercher dans votre esprit des héros, je parle vraiment spécifiquement dans les œuvres fictives, quel nom vous viendrait en tête? Quel nom de héros vous viendrait en tête en premier? Gods? Je dirais Superman. Superman, d'office là. Pour moi, je crois que c'est l'archétype du héros qui peut tout faire et qui en même temps a quand même un cœur pur. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas au-dessus de Superman. Superman, oui, bah, ça passe. Dans la bande dessinée, hein, sinon à l'extérieur on pourrait dire Gandhi ou parler d'autres personnes comme ça. Oui, bien sûr, là on a bien mais Superman, fictif, oui, je pense. Ok. Ensuite, Toki. Ça dépend, parce que moi je suis le genre de personne qui change souvent de héros. Selon les humeurs et selon les périodes de ta vie. Selon les phases de la lune aussi, oui, mais oui. Les phases de la lune aussi. Mais alors si je dois en citer... On va parler sorcellerie aujourd'hui. Non. Ah, c'est très dur, c'est très très dur. Si tu devais en choisir qu'un ou une. Sur le moment, c'est pas tout à fait un héros, mais je le trouve intéressant, ce serait Deadpool. C'est un anti-héros, oui, effectivement. C'est un anti-héros. Avec des valeurs, on a tendance à mais qui a des valeurs, effectivement, malgré un comportement qui peut être qui n'est pas irréprochable, justement, mais qui a quand même des valeurs. Ouais, oui, ça passe en vrai. En plus, la plupart de ses agissements sont motivés par le fait qu'il a été rendu fou par des expériences qui ont été effectuées sur lui, donc c'est même pas une cause naturelle de folie, ça a été provoqué par des conséquences à la suite d'expériences, donc même là, on peut se dire que tout ce qui est un peu borderline, c'est même pas sa faute.
Donc, vas-y. Et de mon côté, je ne peux pas ne pas citer voilà, le héros que j'incarne aujourd'hui, à savoir Sir Tristepin de Perceval de la série Wakfu pour ceux et celles qui connaissent. Donc tout simplement parce que ce héros a une histoire qui est assez marquante et assez tragique. Pendant tout le long du début de son aventure, les 2 premières saisons, il essaye de faire ses preuves et ce n'est qu'au moment où il comprend qu'il n'a pas besoin de faire ses preuves que malheureusement il rentre dans la légende, il meurt dans la série. Désolé si je vous spoil, la saison 2 est déjà sortie il y a plus de 10 ans, ok. Tu fais partie de ces gens-là qui considèrent que parce que ça fait 10 ans, j'ai le droit de spoiler. Écoute, ça fait partie de la culture populaire justement. Normalement les gens sont censés savoir. Mais toujours est-il que le personnage, comme je viens de le dire, est assez tragique. Et ce héros m'a bercé pendant toute mon enfance. Encore aujourd'hui, malgré le fait que je sois un adulte, j'aime bien dire grand enfant, il continue à me bercer, ce héros, Sir Tristepin de Perceval, Pimpin pour les intimes, voire Pipoun. C'est vrai en plus, c'est vrai que ça fait partie de ces surnoms. Toujours à essayer d'aller plus loin, donner le meilleur de soi-même, protéger ce qu'il aime. Et encore aujourd'hui, comme je viens de le dire, il continue à me bercer et à me faire rêver. On attend encore la saison 2, ça sera en 2026, va falloir attendre encore 4, un petit peu. Mais voilà, si je devais en citer un, ça serait celui-là, en tout cas dans la culture populaire. D'accord. Chacun pour des raisons différentes de toute façon. Après cette histoire de héros, vous avez tous eu vos exemples et tout. Fatalement, vous avez eu des exemples assez pas très nuancés, mis à part peut-être Deadpool. On est assez clair dans le spectre de ce que vous représentez comme un héros. Est-ce que tu as parlé, c'était très intéressant, des différentes étapes de ta vie, du fait que tu étais changeante en fonction de ce que tu as vu. C'est vrai je pense que nos aspirations et même notre caractère changent au quotidien, et peut-être même que nos représentations héroïques changent aussi avec le temps. Et du coup, je vois que vous êtes costumé. On en parlait hier, on parlait de cosplay, on parlait du fait d'incarner des personnages en continuant d'entretenir leur légende, en portant leur tenue et en allant beaucoup plus loin, en faisant même des spectacles. On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec le défilé des héros, puisqu'il y aura un défilé qui sera organisé avec eux déjà d'une part, les cosplayers, mais aussi des gens qui pourront rejoindre la danse avec leurs costumes. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à un moment donné de se dire, bon, au-delà du fait d'apprécier des personnages de fiction, j'ai envie d'aller plus loin et d'incarner ces personnages dans un contexte précis pour rendre l'expérience différente. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic et pourquoi? Qui veut répondre en premier, c'est vous qui voyez. J'ai lancé la patate chaude, après vous gérez. Je vais me contenter de dire que la vie est tellement triste, tellement morose déjà, un petit peu ennuyante parfois. Si je peux permettre juste avec 5 minutes de mon temps de faire rêver les enfants et de voir les étoiles dans leurs yeux, j'ai tout gagné. Donc oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez... C'est d'ailleurs dans cette optique-là que vous avez ouvert l'association Comic Fénois, dans cet espoir de partager cette chose de profiter d'avoir encore votre âme d'enfant pour le partager avec d'autres enfants, que ce soit des grands ou des petits d'ailleurs. Et c'est exactement la chose sur laquelle j'allais rebondir, c'est-à-dire qu'elle a parlé des petits enfants. Moi je vais parler des grands enfants, par exemple le public qui est là, il y a beaucoup d'adultes, on a tous une petite part d'enfance en nous, de gaminerie parfois, et personnellement c'est ce qui me donne envie de devenir déguisé. Je vais donner un cas concret, je suis désolé Kirik, je vais devoir parler de toi. Depuis hier, il nous reçoit, et il a cette référence, donc de temps en temps on en parle hors caméra, et justement c'est ce que j'apprécie, de voir que par exemple notre animateur ici présent, on en parle, et puis d'un coup on discute de la série ou on parle d'autre chose. Finalement c'est ça, c'est l'échange, c'est l'interaction, parfois l'inclusion sociale. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je me déguise, c'est plus pour le regard extérieur et faire rêver les gens. Je vais passer à Gods aussi, on va continuer parce que déjà tu as le regard le plus brillant que j'ai vu de ma vie en vrai. Quand je t'ai rencontré la première fois et que j'ai vu que tu étais l'auteur de Pythoma, je dis mais c'est pas étonnant en fait. Et du coup toi qui écris des BD au quotidien et qui a ce truc là aussi de passation, d'entretenir ton âme d'enfant à toi et celle des gens qui le lisent, parce qu'il n'y a pas que des enfants qui lisent Pythoma, ça fait pas rêver que des enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça, de continuer à entretenir justement cette âme d'enfant, toi par ton art aussi? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien déjà, toi?
Je pense que c'est quelque chose de très très important. Je pense que si on laisse mourir l'enfant qui est en nous, c'est là qu'on devient terne et qu'on devient un adulte stupide. Ça c'est fait, c'est stupide. Et moi, on m'a fait beaucoup croire quand j'étais plus jeune que devenir adulte, c'était être sérieux, c'était toutes ces choses-là. Et si ça nous amène à rendre le monde comme il est là, si sérieux, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée. Donc oui, c'est important de cultiver son enfant intérieur, c'est important de parler avec lui et puis de l'écouter, parce que c'est lui en plus qui va vous donner de l'énergie et personne d'autre. Et voilà. Après, quand on a la chance, soit par sa passion, de pouvoir justement faire en sorte que ce pétillement soit partagé, ou quand on a la chance, à travers son boulot comme moi, de pouvoir partager ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que, dans mon cas particulier, la bande dessinée, on a souvent tendance à considérer que c'est quelque chose pour les enfants, et c'est très bien, mais c'est aussi quelque chose pour les adultes. Bien sûr. Et justement, si on arrive à continuer à avoir une âme innocente et puis à rigoler de petites situations comme ça, de petits clins d'œil et tout, ça fait toujours du bien. Après, moi, évidemment, je suis toujours heureux de pouvoir déjà faire ça et de pouvoir aussi le partager. C'est peut-être pour ça que j'ai encore l'œil qui brille. C'est ça. Ce que je disais la première fois que je t'ai rencontré, c'est ce qui m'avait marqué, c'était t'as toujours le regard pétillant. Et au final, ça ne surprend pas que tu continues à nous faire rire avec ces histoires légères et touchantes. Comme je disais dans le dernier tome, je vais spoiler une toute petite séquence. Il y a un personnage extraordinaire du gérant du magasin, Lee, le chinois du magasin, qui décide spontanément de dire à Pitoma qu'il va financer son projet de snack. Et au final, il a des regrets. Et ses ancêtres finissent par lui rendre visite sous forme de fantôme en lui disant « Mais c'est hors de question, d'où tu vas faire un crédit à des gens ? Tu fais honte à tes ancêtres. » Et ce passage m'a fait rire sur plein de points, parce que déjà c'est drôle, c'est pur, c'est innocent, et ça a en plus l'audace de toucher un cliché qui existe dans notre société polynésienne autour de l'imagerie qu'on a autour des commerçants chinois. Et rien que ça, merci de continuer à nous faire rire avec toute cette légèreté et cette candeur qui continue de nous entretenir. Ça fait 13 tomes déjà. J'espère encore beaucoup. Donc voilà, merci déjà à Goetz pour tout ça. Si je peux me permettre juste une minute, justement, je ne sais pas si je vais continuer Pitoma, mais par contre au niveau des héros, ça fait un moment que je travaille sur une bande dessinée de super-héros. En fait, c'est les mêmes personnages que Pitoma que je mets dans un contexte beaucoup plus noir. D'accord, ok. Et c'est une bande dessinée qui, pour l'instant, est en lecture libre sur Internet. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de la diffuser, de la voir. C'est quoi son nom, du coup, cette bande dessinée ? Ça s'appelle Apower. Apower ? Ouais. Ok, Apower. Donc il faut aller chercher ça en ligne tout de suite. Voilà, parce qu'après, je commence à travailler avec Happy Tahiti et après, ce sera peut-être plus en lecture libre. Oui, une fois que il y aura des droits d'édition autour, on pourra plus la consulter à volonté. Et donc là, c'est une histoire de super-héros, donc on est vraiment dans cette idée, en fait, là, de super-pouvoirs, de ceux qui peuvent faire plus que les autres. Et puis, il y a les super-héros, il y a les super-héroïnes. Oui, mais il y a aussi les super méchants. Je ne sais pas si c'est le thème aujourd'hui, mais ils sont aussi très intéressants. J'allais glisser là-dessus. J'allais faire une transition avec déjà. On parlait de Deadpool tout à l'heure, et à un moment on passe aussi sur des héros qui glissent un petit peu. On va parler de Batman par exemple, qui est toujours un peu borderline. On parle toujours de quelqu'un qui a des actions héroïques et qui libère et qui sauve des gens. Mais déjà sa motivation principale c'est la vengeance. À la base, c'est le fait que ses parents aient été tués pendant son enfance qui l'ont lancé dans cette odyssée. Et en final, c'est un personnage très sombre et torturé qui finit par emmener beaucoup de personnes dans son espèce de chute permanente, en fait, parce que psychologiquement, c'est un personnage brisé. Et on se retrouve avec justement un panel d'ennemis comme le Joker ou Harley Quinn ou tous ces méchants-là. Et c'est vrai que dans notre société, on a fini par voir une espèce de fascination pour les méchants aussi, les super vilains. Il y a des gens qui finissent par se reconnaître plus dans des méchants que dans des gentils. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un personnage plus sombre vers lequel tu te dirigeais, Goetz? Après, je glisserai vers nos intervenants de Comic Fénois.
Je pense que souvent, les méchants sont plus attachants, ou peut-être qu'on se reconnaît plus facilement, c'est triste à dire, dans les méchants. Parce que le héros, il a quand même quelque chose d'un peu inaccessible. C'est vrai, c'est vrai. Hein, quand tu vois Superman, surtout l'exemple que tu as donné, c'est vraiment le Boy Scout, quoi. C'est la personne qui arrive à un stade où elle n'a plus aucun défaut, donc c'est presque inatteignable. Superman, c'est le héros ultime, mais finalement, il n'est pas très intéressant. Et Batman, clairement, par exemple, est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, les créateurs ont bien compris ça chez Marvel comme chez DC, où en manga, je me connais moins pour pouvoir m'engager sur le sujet, mais où justement, maintenant, on va travailler sur des personnages beaucoup plus complexes, souvent noirs. Je veux dire, dans les bandes dessinées, Iron Man, c'est un alcoolique. Spawn dans les années 90. C'est quelqu'un qui est en souffrance aussi. Et ça rend les personnages intéressants. Là, on s'y reconnaît, il y a quelque chose, il y a du matériel, quoi. Même à écrire, c'est plus intéressant à construire ce type de personnage dans l'écriture aussi. Hein. Je fais quelques petites histoires de mon côté. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de faire des personnages torturés que quelqu'un de parfait. Oui, tout à fait. Et puis après j'arrête parce que je veux pas prendre. Oui, bien sûr. Je veux pas prendre le truc, mais ce qui est intéressant dans les productions en bande dessinée, hein, pas au cinéma, dans les productions comme Marvel ou autres, c'est que aujourd'hui, c'est carrément, on parle de faits de société. Donc il y a vraiment un engagement par rapport à ce qui se passe dans le monde, à la société, et les personnages ont des rôles vraiment actifs à travers ça. Donc c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus concret que ce qui était produit il y a 20 ans en arrière. Surtout que on en parle pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un outil de propagande. Il ne faut pas oublier que Captain America était utilisé pour la propagande américaine contre les nazis pendant cette période-là. Donc ça a toujours été, ça s'est toujours servi des faits de société pour nourrir et alimenter leurs histoires. Du coup, je passe à vous pour cette question-là, les ennemis, les persos un peu plus torturés. Ça me fait penser en fait à quelque chose que Sir Tristepin m'a dit hier. Quand on est petit, on a tendance à adorer les héros, mais en grandissant, on a tendance à comprendre les vilains. Elle est rigolote cette phrase. Je l'avais vu passer aussi sur le web avec certains mèmes. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là de comprendre toutes les nuances et les subtilités des méchants, qu'avant on pensait juste que c'était un gars énervé qui tapait gratuitement des personnes. Et en fait, il a des fois, c'est un peu justifié, quoi. Surtout que la place du héros et du méchant, du vilain, hein, dans l'histoire de la culture populaire, finalement, a beaucoup évolué. À une époque, on faisait des méchants vilains qui voulaient juste du pouvoir, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vilains qui sont très nuancés. Il y a toujours une raison derrière leurs actes, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette phrase et qu'on en a parlé hier avec Toki, qui est que quand on est petit, vraiment, on admire les héros parce qu'on a tous envie de faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand on grandit, on comprend le méchant, on arrive à se mettre à sa place. Le mieux, c'est d'avoir un exemple. Bon, je ne vais pas vous spoiler comme ce que j'ai fait pour Wakfu. T'allais parler d'Europo, toi. Mais... je vais vous parler de la série Arcane, qui est sortie... Voilà, qui est sorti il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, et du personnage principal de Jinx, qui est un personnage très torturé, avec des traumas de son enfance. Et finalement, quand on la regarde avec un point de vue d'adulte, on se dit qu'elle fait vraiment beaucoup de bêtises pour ne pas être vulgaire, cette Jinx. Et finalement, quand on la regarde un peu plus profondément, quand on analyse sa psychologie, on peut comprendre, ça ne justifie pas ses actes bien sûr, mais on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle devient, entre grandes guillemets, une méchante et pourquoi elle fait des actes parfois horribles. Ça me rappelle un épisode de la série de 90, des années 90 de Batman, avec Killer Croc qui se retrouvait en fait bazardé par une rivière et il se retrouvait en fait dans un cirque qui l'adopte. Et en fait, il fait preuve d'une humanité dont on n'a jamais pu voir la teneur, puisqu'il s'attache aux enfants qui sont dans le cirque, à la famille. Il finit par avoir une nouvelle famille là-bas, jusqu'à ce que Batman le retrouve et le remette en prison. Et du coup, même petit, quand j'ai vu cet épisode, j'étais un petit peu en mode, mais il avait enfin trouvé la paix. Pourquoi tu le remets en prison? Tu pouvais pas juste le laisser dans son cirque? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que finalement, tout le monde, quand on regarde des bandes dessinées, des mangas, des films, des séries, on a tous envie de débrancher son cerveau, de le mettre en off et de juste regarder une belle histoire avec un beau héros. Il y a Fast and Furious pour ça. À qui on a envie de ressembler finalement et de le voir se battre contre le méchant.
Et aujourd'hui, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus nuancé. Tu as parlé d'humanité il y a quelques secondes. Ça me fait penser, je sais que tu auras la ref et je vais inviter le public à aller voir cette série animée qui est sur Netflix. Mais attention, pas aux enfants. Cette série s'appelle Devilman Crybaby. Et on parle beaucoup d'humanité et de démons. Alors, finalement, qui sont les démons, qui sont les humains? Je vous laisse découvrir ça dans la série. Et pareil, je ne vous spoilerai pas. Je vous invite à aller la voir. Et ça vous fait... À la fin de la série, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez pleurer. Et vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre vie et sur les gens qui vous entourent. En même temps, il y a Cry Baby dans le titre. Donc c'était déjà, ça annonçait déjà la couleur un petit peu. Après, c'est intéressant, effectivement, là on parle de méchants, on parle de héros, on ne peut pas parler de héros sans parler de vilains. Un bon héros se mesure par rapport à l'adversaire qu'il a en face. Je ne peux mesurer la bravoure de Batman parce qu'il a le Joker en face. Superman est tellement parfait, comme tu disais tout à l'heure, il est tellement fort, il est parfait, il a une morale... c'est presque un dieu que tu peux pas atteindre en fait, et les méchants en face sont limite ridicules. C'est très drôle que tu dises ça parce qu'il y a toute une problématique autour de la déité de Superman qui est traitée dans pas mal de séries de comics et d'univers subsidiaires dans les DC, où justement se pose la problématique du danger de Superman pour l'humanité. Parce que justement, à avoir atteint cette perfection et du fait qu'il ait cette force surhumaine, on se demande qu'est-ce qui se passerait si un jour il perdait patience. Et il y a un univers parallèle où justement le Joker tue Lois Lane et sa fille et son fils, et il pète un plomb et devient un espèce de dictateur sanguinaire qui asservit l'humanité complètement. Et du coup, même Superman s'est retrouvé dans cette nuance qu'on disait que le héros, au bout d'un moment, était tellement ennuyeux qu'on a fini par poser des questions autour de sa psychologie pour complexifier un petit peu la problématique autour du personnage. Pour ceux qui veulent découvrir des univers comme ça, bon, les comics DC et Marvel sont très forts pour créer ce genre de monde dystopique, c'est ça hein, le terme? Dystopie, des mondes alternatifs. C'est ça, des mondes alternatifs où nos super-héros finalement deviennent des super méchants. Et là, la question de la place du héros dans la culture se pose encore plus finalement. Les héros qu'on a glorifiés, presque sacralisés finalement, est-ce que ce sont autant des héros dans ces univers-là ou pas? Et là, finalement, comme le disait Gotts tout à l'heure, c'est propre à chacun, c'est subjectif en fonction de la vision de chaque personne qui lira ou qui regardera l'œuvre en question. Sans oublier que ça peut être utilisé comme un outil politique, comme on disait tout à l'heure, on parlait d'un autre exemple. J'ai pensé aussi à Superman Red Son, où la navette dans laquelle était Kal-El, donc Superman, s'écrase dans l'Empire soviétique. Et donc ça change tout en fait au niveau de son rapport à ce qui est juste ou pas. Et on se retrouve avec un héros beaucoup plus sombre et surtout un héros pour l'Empire soviétique, ce qui représente un danger pour le reste de l'humanité, où d'ailleurs Lex devient un héros qui empêche Superman de dominer le monde, quoi. Donc il y a même des problématiques politiques qui finissent par glisser au travers de ces pages, quoi. Ce que j'aime bien avec cette question-là, finalement, de qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un méchant, c'est que, bon, c'est triste à dire, mais comme je le disais tout à l'heure, on a envie des fois de débrancher son cerveau et de juste regarder une œuvre. Finalement, quand on arrive face à ces œuvres qui nous font poser des questions, on se rend compte que c'est la même chose pour la vie réelle, finalement. Il y a des personnes qui ont fait des actes horribles dans la vraie vie et qui finalement, grâce à ces actes horribles, ont pu sauver d'autres personnes. Dans certaines œuvres, dans certaines séries assez réalistes, on pose parfois la question au héros, est-ce que tu serais prêt à tuer une personne pour en sauver des milliers? Et ça, c'est souvent le dilemme de Superman, de Batman, devoir sacrifier une personne qui est chère à son cœur pour réussir à sauver d'autres personnes. Et finalement, on se rend peut-être parfois pas assez compte que même dans la vie réelle, il y a des exemples comme celui-là. Oui, au quotidien, on parlait des héros comme les pompiers, les policiers et tous les gens qui remplissent des fonctions à responsabilité dans notre société. Et très certainement que certaines de ces personnes ont ces décisions à prendre à un moment donné, même les politiques, par rapport à des situations de conflits armés. À mon avis, des fois, il faut prendre des décisions délicates pour le bien commun. Et donc, c'est là qu'on glisse et qu'on se rend compte que quand on parlait de culture populaire, de bande dessinée et qu'on disait c'est pour les enfants, bah pas trop en fait. Quand tu poses 5 minutes ton regard et que tu réfléchis un petit peu plus en profondeur. Je pense qu'une œuvre cinématographique ou dessinée ou autre qui est bien faite
Elle est capable de s'adresser aussi bien aux avoir enfants différents qui vont lire à leur mesure qu'aux adultes qui vont trouver derrière d'autres subtilités. Et une belle œuvre, même juste une œuvre écrite littéraire aussi, hein, bien entendu, c'est souvent quelque chose qu'on peut reprendre au bout de quelques années, et on va le lire d'une façon différente. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser à une œuvre de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Est-ce que vous connaissez? Oui, un petit peu, oui. Quand on est petit, on a tendance à nous apprendre qu'il faut être travailleuse comme la fourmi. Mais en grandissant, il y a une deuxième lecture intéressante qui est peut-être qu'il faut savoir aussi profiter de la vie un petit peu comme la cigale. C'est vrai qu'il y a cette réflexion-là aussi, au final. Est-ce qu'il faut être l'esclave de son travail ou se rappeler que de temps en temps, faut poser les armes pour respirer un petit peu? On parlait de ça justement, de ne pas oublier son enfant intérieur, essayer de continuer à alimenter un petit peu ses passions, ses envies et sa légèreté, pour éviter de tomber dans ce prisme. Qu'est-ce que tu disais? Des adultes idiots? C'est ça que tu disais tout à l'heure? Je peux dire ça. Oui. Adultes idiots, c'est ça que tu avais dit? Je peux aussi dire stérile, stupide, des fois. Stupide, idiot ou stupide, mais c'était quelque chose d'assez violent quand même. Donc voilà, alors on est arrivé au bout de la réflexion sur la place des héros dans la culture populaire. On a vu que c'était plutôt nuancé et que les héros, ça veut dire aussi parler de ce qui va mal dans notre société. Du coup, est-ce que vous avez des questions dans le public? J'accorde un petit moment pour... Ah tiens, on a une bande dessinée dans le public de Mickey Moto. Est-ce que vous avez des questions, non? En attendant qu'il y ait des questions, je me permets d'intervenir, puisque tout à l'heure, au tout début, sur la question de la place du héros dans la culture populaire, finalement, on disait que c'était très subjectif. Et pour vous donner un autre exemple un peu plus concret, parfois les héros sont juste à côté de nous et on ne s'en rend pas bien compte. L'exemple le plus concret que j'ai actuellement, c'est que... il y a un héros qui est assis devant nous, c'est-à-dire que grâce à ses bandes dessinées, il a bercé l'enfance de beaucoup, dans la mienne personnellement, et je tenais à le dire parce que en regardant finalement les différentes BD, et pas forcément que les tiennes, mais en regardant différentes BD, les Tintin et Milou, les Yakari, etc. Astérix, tout ça a poussé finalement à ma curiosité. Ça m'a aussi appris à mieux parler, parce que j'ai vécu dans un milieu modeste, donc à mieux parler, mieux m'exprimer, toujours essayer de faire mieux, comme les personnages que je lisais. Au niveau des valeurs, quoi. Ah, voilà, avec des bonnes valeurs. Et je pense que par extension, ça m'a mené à la vie que j'ai aujourd'hui, à la carrière professionnelle que j'ai aujourd'hui, c'est de lire toutes ces œuvres comme les tiennes, qui peuvent parfois... mine de rien, inspirer les jeunes qui les lisent et les aider à avancer toujours plus loin. Donc parfois c'est des simples petites bandes dessinées, mais je pense parfois on minimise des fois l'impact que ça peut avoir sur notre développement, quoi. Exactement, et je tenais à le dire et à te remercier pour toutes les œuvres que tu as fait, parce qu'elles m'ont bercé et elles m'ont guidé vers ma vie que j'ai aujourd'hui. Je suis très touché et tu vas me faire rougir. Mais tu rougis en fait, hein. C'est contrairement à moi qui a un mode de triche naturel et on ne voit pas quand je rougis, toi tu rougis. Moi ça se voit bien, oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Toki, aussi? On va clôturer sur vos... Je réponds juste au public. Oui, on peut prendre des photos après, vous inquiétez pas. Merci pour ça. Donc voilà, on a vu ensemble un peu toute cette définition. N'oubliez pas, on le disait avec Gotz tout à l'heure, n'oubliez pas d'entretenir votre enfant intérieur en continuant à aspirer à des choses un petit peu plus légères de temps en temps. Alors oui, c'est très bien de lire des récits documentaires, de regarder des documentaires, de rester plongé dans notre réalité, mais de temps en temps on peut s'évader, en gardant à l'esprit en plus que si vous avez accès à ces outils, de temps en temps le message est peut-être plus profond que ce qu'on pourrait penser. Et voilà, donc merci à tous pour votre écoute, en vous souhaitant un bon salon du livre, encore une fois. Et n'oubliez pas que l'association Comique Fénois qui est ici va avoir un défilé des héros à partir de 17h sur la scène. Et en plus, il y a un atelier. Vous êtes en quelle salle du coup pour l'atelier masque? La salle 4. Salle 4 pour un atelier masque pour une mini-initiation au cosplay. Donc cosplay, par contre, on vous a défini l'autre fois, c'est pas juste porter un costume, c'est aussi incarner tout le personnage pour essayer de s'évader pendant quelques temps de la réalité. Et n'oubliez pas que notre merveilleux Gotz continue de nous proposer ses bandes dessinées. La 13e est sortie et est disponible aux éditions Au Vent des Îles. Donc merci à tous.